et bienvenue dans ce webinaire consacré à la mesure portable de la qualité de l'électricité. Je m'appelle Hervé Mougeot, je travaille avec Eberle depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai un collègue, Jörg Blum, qui est chef produit chez Eberle et qui fait partie de l'équipe Eberle depuis 30 ans maintenant dans le domaine de la qualité de l'énergie électrique, dans la mesure de la qualité de l'énergie électrique. Eberle, société allemande basée à Nuremberg. Nous fabriquons différents types de produits, en particulier des régulateurs de tension. Donc, le régulateur qui vont piloter les changeurs de prise au niveau des postes sources en particulier. Nous travaillons dans le domaine de la calimétrie, aussi bien fixe que portable. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder différents points que je vous présente ici. Voilà. Alors, tout d'abord, les 3 points principaux. Vous voyez, notre électricité malmenée. Donc, je vais vous rappeler un petit peu où on en est aujourd'hui au niveau de la qualité, c'est-à-dire quelles sont les menaces actuelles pour notre électricité. En particulier, vous le voyez, on parlera de production décentralisée, puis de supraharmonique. Je vais essayer de vous passer un message à propos de ce qu'est un bon appareil de mesure. Voilà. En particulier, vous voyez, je parle d'appareil portable. Je vais mettre ça en comparaison avec un appareil fixe. Actuellement, nous sommes fournisseurs d'EDF. Alors, je parle du réseau de transport, je parle du réseau de distribution. Donc, notre appareil fixe, qui s'appelle le PQI EDA Smart, est devenu une référence dans ce domaine pour surveiller la qualité sur différents points du réseau et pour différentes applications. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais faire une comparaison entre appareil portable et appareil fixe? Je peux d'ores et déjà vous dire que vous pouvez utiliser certains appareils portables en parallèle avec un appareil fixe, c'est-à-dire vous mesurez le même point de mesure, donc au même endroit, au même moment, et l'appareil portable pourrait donner des résultats différents de l'appareil fixe. Voilà, ce qui peut être une très mauvaise chose. Donc, je vous expliquerai le pourquoi de cela et puis comment y remédier. Donc, c'est pour ça que je citais le PQDA Smart dans cette présentation, qui est un appareil fixe. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, nous allons parler entre autres de la norme internationale, la CUI 61430, qui permet de définir les méthodes de mesure, donc en clair, qui fera en sorte, à partir du moment où on est certifié classe A, ça fera en sorte que, quel que soit le type d'appareil utilisé, provenant de différents fabricants, les résultats de mesure seront les mêmes, seront comparables. Voilà. Et puis, le dernier point, nous parcourons la famille des PQ-Box, c'est-à-dire nos appareils portables, avec les dernières nouveautés. Voilà. Alors, la production, vous le savez, elle est moins stable qu'avant. Comment est-ce que ça se passe actuellement? Bon, il est clair que lorsqu'on parle de qualité de l'électricité, on parle essentiellement de la qualité de la tension. L'objectif pour le réseau, c'est de fournir une tension fixe de bonne qualité. Les courants, eux, sont appelés par les charges, mais ils sont appelés de façon de moins en moins sinusoïdale. Voilà, donc c'est-à-dire les courants appelés sont de moins en moins sinusoïdaux. Donc, les gestionnaires de réseau de distribution sont confrontés depuis quelques années à ce nouveau défi, celui d'accueillir une production d'origine renouvelable de plus en plus importante, pouvant représenter une part non négligeable de la consommation soutirée sur les mêmes réseaux. Cela modifie considérablement l'exploitation des réseaux et en particulier la question du contrôle de ce réseau. Voilà, donc nous verrons ce point-là. Alors, tout d'abord, l'électricité maltraitée. Alors, je pense que tout le monde a en mémoire les derniers événements. Donc, on va parler ici du fameux Black Monday en Espagne. C'était le 28 avril 2025. Donc, le 28 avril 2025, eh bien, on a assisté à un blackout en Espagne, enfin Espagne et Portugal. Donc, l'image que vous voyez ici, c'est une image d'illustration. C'était à 12h33, si j'ai bonne mémoire. Donc, à 12h33, c'est éclairé. Donc là, c'est plus une image d'illustration. J'ai l'impression que c'est pendant la nuit. Voilà. Donc, il y a eu un blackout en Espagne et ça image un petit peu de ce qui se passe sur le réseau actuellement, c'est-à-dire que le fait de décentraliser de la production donne une certaine difficulté pour gérer l'équilibre entre production et consommation. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai représenté cette petite balance sur l'écran, ici à droite. Donc, en fait, comment définir la stabilité d'un réseau électrique? Production égale consommation.
malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de stocker l'énergie de façon à pouvoir couvrir les besoins d'une région, d'un pays, voire d'un continent. Voilà. Donc, il faut gérer en permanence en temps réel l'équilibre entre production et consommation. Et vous imaginez bien qu'en décentralisant de la production, ça va être de plus en plus compliqué, d'autant que cette production est intermittente. Voilà, donc difficile d'anticiper, est-ce qu'il y aura beau temps, mauvais temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura du soleil ou pas, est-ce qu'il y aura du vent ou pas, pour savoir si on pourra produire et gérer cet équilibre production-consommation. Bien, alors, production décentralisée, comme je vous le disais, production intermittente, point important, il n'y a pas d'inertie. C'est-à-dire que ce soit le solaire ou le photovoltaïque, et ça, je pense que tout le monde n'en est pas conscient, autant une grosse génératrice bien lourde va donner de l'inertie au réseau, autant tout ce qui est photovoltaïque et windmill, éolienne, pardon, il n'y a aucune inertie. Pourquoi? Parce que en fait, tout ça est raccordé par de l'électronique au réseau. Donc, en fait, le réseau ne voit que de l'électronique et il n'y a pas d'inertie dans cette électronique. Voilà. Donc ici, vous voyez, éolienne, solaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a tendance à générer du courant continu pour le modifier en courant alternatif pour l'envoyer sur le réseau. Donc déjà là, on parle d'une conversion. On parle d'onduleurs pour la partie photovoltaïque, ces onduleurs qui interagissent avec l'impédance du réseau, amplifiant parfois les rangs 15 et les rangs 21. On va parler d'harmonique tout à l'heure. Donc on parle de pont en H, c'est classique pour le photovoltaïque. Voilà. Donc là, sachez déjà que les rangs 15 et les rangs 21 sont souvent touchés par le photovoltaïque, et vous aurez remarqué qu'il y a quelques années, le N50160, c'était la norme européenne qui nous permet de définir le niveau de qualité que l'on peut attendre sur le réseau, basse tension, moyenne tension. Eh bien, cette norme a été modifiée pour s'adapter au niveau de pollution harmonique des rangs 15 et rangs 21. Voilà, donc là, je vous laisse vous reporter à l'EN 50160 qui a été modifié il y a quelques années. Parfait. Donc, production décentralisée, voilà, c'est quelque chose d'actualité. Le solaire, le photovoltaïque, ça c'est pour la partie production. Pour la partie consommation, quels sont les nouveaux consommateurs? Eh bien, ce sont les véhicules électriques. Voilà, donc véhicules électriques, on parle de chargeurs de véhicules électriques, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? On parle de redresseurs à découpage. Et là, c'est l'opération inverse. Donc, on va partir de courant alternatif pour le transformer en courant continu. Voilà, donc même fonction ici, donc on va parler d'électronique de puissance, je vais y revenir. Voilà, donc véhicules électriques, actuellement, oui, on va commencer à développer le parc, on va recharger de plus en plus de véhicules, et pour rendre la chose un petit peu plus compliquée, eh bien, éventuellement, on va y rajouter des chargeurs rapides. Donc, vous le savez, tout raccordement au réseau d'une installation active est susceptible d'engendrer une évolution des courants en transit sur ces infrastructures, transformateurs, câbles, ainsi qu'une variation en niveau et en forme de la tension avec une incidence qui va au-delà du point de raccordement. Voilà, donc ça, c'est tout le challenge ici. Donc, on a vu production décentralisée, les véhicules électriques, l'éclairage. Alors, l'éclairage, en effet, depuis l'époque où on s'éclairait avec de l'incandescent, aujourd'hui, on parle essentiellement d'éclairage à LED. Et dès qu'on parle d'éclairage à LED, il faut penser aussi à alimentation à découpage, puisque, en fait, on passe par une étape électronique, là aussi. Et donc, alimentation à découpage, comme son nom l'indique, on va découper la sinusoïde, et donc, quelque part, on va déformer l'onde, et donc on va générer des harmoniques. Voilà. Les drivers LED donc tirent des courants impulsionnels qui créent un spectre harmonique relativement large. De la même façon, les pompes à chaleur. Donc voilà, on développe tout ce qui est pompe à chaleur. Alors là, on va parler de pompe à chaleur, on va parler de variateurs. On parle aussi de compresseurs PWM ou MLI, modulation par largeur d'impulsion. Donc tout ça, une fois de plus, c'est de l'électronique. Et les compresseurs MLI, ils introduisent des harmoniques d'ordre moyen et élevé, selon la fréquence que l'on va appliquer à ce genre d'instrument. Voilà, donc vous voyez que ce soit les nouveaux types de production, les nouveaux types de consommation, on parle d'électronique de puissance. Et l'électronique de puissance,
a nettement évolué. Alors, vous voyez que sur cette courbe ici, on a la puissance en fonction de la fréquence. Voilà, donc plus on a de puissance, moins la fréquence est élevée. Et plus on monte en fréquence, moins on aura de puissance. Même si cela progresse, et maintenant on arrive à des puissances relativement conséquentes, à une fréquence élevée. Voilà. Donc ça, c'est la tendance du jour. Donc, alors qu'un gros moteur, on va parler d'harmonique entre 2 et 10 kHz. Le solaire, on va parler d'harmonique supérieure à 15 kHz. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de déplacer les harmoniques sur quelque chose qui n'est pas audible et l'oreille n'entend pas au-delà de 15 kHz. Les éoliens, on apporte de la grosse puissance actuellement, et puis tout ce qui est mobilité électrique. Alors là, pour la mobilité électrique, tout ce qui est véhicule électrique, là, on va parler d'harmonique, on va même pas parler d'harmonique, mais plutôt de supra-harmonique, puisque là, ce sera dans la bande 10 kHz à 80 kHz. Et là, c'est très variable selon le type de fabricant, selon le système de charge. Donc, vous le voyez, aujourd'hui, dans ma présentation, déjà, je suis complètement orienté vers l'harmonique. Voilà, donc les harmoniques. Alors, vous le voyez sur ce petit schéma, les harmoniques, amplitude en fonction de la fréquence. L'objectif au niveau de notre réseau, c'est de fournir un beau 50 Hz, hein, donc c'est la barre spectrale verte ici, la fréquence du réseau 50 Hz. Lorsqu'on parle d'harmonique et d'interharmonique, c'est dans la bande 50 Hz jusqu'à, pour faire simple, 2500 Hz environ. Hein. Donc le rang 50 fois 50 Hz égale 2500 Hz. Voilà, donc là, voici nos harmoniques classiques, harmoniques, interharmoniques dans cette bande-là. Et bien maintenant, on va parler de supraharmonique, c'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de signaux au-dessus de 10 kHz, comme je vous l'indiquais précédemment, et voire jusqu'à 150 kHz. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté en termes d'harmonique. L'approche est la même, si ce n'est qu'on va beaucoup plus haut en fréquence. Voilà. Donc, vous voyez, en dessous de 50 Hz, j'ai quand même représenté sur ce graphe ici. Là, on va parler de dynamique de réseau, stabilité. Voilà, j'ai parlé du blackout et de la stabilité de réseau. Ça ne concerne pas directement la calimétrie, à proprement parler, mais c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'on pourrait parler là-dessus de continuité de fourniture. C'est-à-dire que la continuité de fourniture est liée à la stabilité du réseau. Donc, c'est toutes les sub-harmoniques en dessous de 50 Hz. Très bien. Alors, vous voyez que cela évolue. Alors, en termes d'application, donc là, c'est un bar graphe, dirons-nous, qui vous permet de situer la bande harmonique couverte en fonction de l'application. Donc, vous voyez tout en haut, l'éolien, par exemple, donc comme je vous l'indiquais, l'éolien, forte puissance, donc on parle d'harmonique entre 2 et 8 kHz à la louche. Voilà. Les courants porteurs en ligne. Alors, les courants porteurs en ligne, c'est quoi? C'est la communication au travers du réseau électrique. Voilà, donc typiquement le Linky communique au travers du réseau d'alimentation électrique. Voilà, tendance à communiquer à des fréquences relativement élevées. Si votre Linky ne communique pas ou plus, c'est vraisemblablement qu'il y a des supraharmoniques qui viennent brouiller le signal. Voilà, donc typiquement, présence de supraharmoniques viennent brouiller les compteurs Linky. Il va falloir s'assurer d'identifier l'origine de ces supraharmoniques, c'est-à-dire de trouver le générateur pour ensuite éventuellement corriger le problème et y ajouter des filtres. Donc les convertisseurs de fréquence, je ne vais pas tous les passer ici au niveau d'application, vous les avez à l'écran, vous aurez la présentation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, si jamais vous avez des questions, j'ai oublié de le dire en introduction, n'hésitez pas à chatter, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. On n'aura vraisemblablement pas l'occasion de répondre à toutes les questions, voire aucune, puisque en fait, je suis le seul animateur aujourd'hui, mais on y répondra par la suite. Hein. Donc n'hésitez pas à chatter et poser vos questions au fur et à mesure, sachant qu'on vous communiquera aussi une copie de cette présentation. Très bien. Alors, j'en ai profité quand même sur ce graphe pour vous présenter eh bien le positionnement, disons, de nos enregistreurs mobiles. Donc, vous voyez, on les appelle les PQBox, comme Power Quality, qualité de l'électricité. Donc, vous avez le PQBox 50, le PQBox 100, qui travaille jusqu'à une fréquence de l'ordre de 9 kHz, dirons-nous. Le PQBox 200, donc qui lui travaille jusqu'à une fréquence de l'ordre de 20 kHz, et le PQBox 300, c'est la nouveauté. Et là, on va parler de bandes de fréquence jusqu'à 150 kHz. Voilà, j'y reviendrai par la suite.
Bien, alors, vous l'avez compris, donc là, je parle beaucoup d'harmonique, et en particulier, les nouveautés sont les supraharmoniques. Comment ça se passe au niveau des harmoniques et comment ça se passe au niveau des supraharmoniques? Donc, où vont les harmoniques? Alors, vous l'avez compris, le réseau, il a été conçu pour transporter du 50 Hz. Donc, le 50 Hz se balade tranquillement sur le réseau. Donc, l'impédance du réseau est faite pour être faible à 50 Hz, pour faire simple. Voilà. Donc, il est clair que si on a des harmoniques de bas rang, exemple du 250 Hz, le 250 Hz va allègrement remonter sur le réseau plutôt que d'aller chez le voisin du pollueur, puisqu'en fait, au regard de cette fréquence, le voisin aura une impédance relativement élevée. Donc, j'ai représenté les formules des impédances, mais on va simplifier. Vous voyez, Z égale R moins J sur oméga C. Oméga égale 2πf. Donc, vous le voyez, plus la fréquence augmente, plus la fréquence augmente, plus le J oméga C diminue. Voilà, donc le 250 Hz ici a tendance à remonter sur le réseau. Lorsqu'on commence à monter en fréquence, donc l'exemple ici, un 30 kHz, là l'impédance du réseau apparaît comme très élevée pour ce 30 kHz. Et c'est un petit peu comme l'eau en fait, l'électricité en termes de supraharmonique, va chercher le chemin le plus facile pour elle. Et le chemin le plus facile, eh bien, en fait, c'est là où l'impédance est la plus faible. Et l'impédance étant plus faible chez son voisin, les supraharmoniques vont aller plutôt chez le voisin que remonter sur le réseau. Donc, vous voyez, à partir de 2 kHz, on peut dire que l'impédance du réseau est plutôt liée au voisin, disons pour simplifier, plutôt que le réseau. Voilà, donc ça commence à être compliqué pour trouver des mesures correctrices efficaces. Autant on avait l'habitude d'intervenir au niveau du réseau, mais là, ça peut aller chez le voisin, mais comment est constitué le réseau du voisin? Donc vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué pour trouver des solutions. Voilà. Alors, harmonique, supraharmonique, j'ai représenté de nouveau ici. La bande de fréquence qui part de 50 Hz et qui va jusque, nous on va s'intéresser essentiellement à 150 kHz. En termes de normalisation, donc jusqu'il y a pas longtemps, en fait, les harmoniques étaient définies jusqu'à 9 kHz, c'est-à-dire via la CUI 61047, vous voyez, norme d'immunité, CUI 61047 en bas de cette présentation. Donc cette norme définit les niveaux et la méthode de mesure jusqu'à 9 kHz. Donc, il nous manquait toute la bande 9 kg, 150 kHz. Donc, c'est quelque chose maintenant d'actuel. La norme a dû, bien sûr, s'adapter à la technologie qui évolue. Et donc, aujourd'hui, on doit normaliser la bande, disons pour faire simple, 2 à 150 kHz. 2 à 9 kg, 9 kg à 150 kHz. Et vous allez voir que les méthodes de mesure ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre parce qu'il y a pas mal de fabricants de matériel qui n'ont pas pu suivre. Je donne un exemple tout bête. Mesurer les supraharmoniques jusqu'à 150 kHz, il y avait une querelle de clochers entre experts. Faut-il mesurer chaque supraharmonique sur une bande de 2 kHz ou 200 Hz? Il est clair que c'est beaucoup plus difficile de mesurer chacune des supraharmoniques sur une bande de 200 Hz. Il y a beaucoup de fabricants qui ne sont pas capables de suivre ça, de suivre ce niveau. Et voilà, donc c'était la querelle des clochers qui a débouché quand même sur une méthode de mesure avec des bandes de 200 Hz. Donc, si vous cherchez un appareil capable de mesurer les supraharmoniques, assurez-vous impérativement que ces supraharmoniques mesurées jusqu'à 150 kHz sont mesurées sur des bandes de 200 Hz. Très important, sinon vous ne respecterez pas les normes. Bien, alors, on a parlé de l'électricité qui était malmenée, voilà, donc production décentralisée moins stable, enfin qui déstabilise, disons, un peu le réseau, consommation électrique avec beaucoup de supraharmoniques, chargeurs de véhicules électriques, éclairage à LED, pompe à chaleur, etc., etc. Voilà. Donc il est clair qu'on doit s'adapter aussi en termes de mesure, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'appareil de mesure capable de mesurer les perturbations modernes. Voilà. Donc, nous allons voir ici la partie calimétrie-perturbographie. Donc, calimétrie-perturbographie,
Pour moi, un calimètre, c'est un appareil qui est capable de mesurer statistiquement la qualité de l'électricité. Voilà. Donc, je vais mesurer l'évolution de chacune des grandeurs permettant de caractériser la qualité d'électricité dans le temps. Je vais en faire des statistiques et je vais m'assurer que ça correspond à un niveau de compatibilité normalisé. Voilà. Donc, la calimétrie, en fait, ça peut être très bien la mesure statistique. Il n'y a pas de problème, mais on va s'assurer que tout est respecté, que tout va bien, parce qu'on ne se doute peut-être pas du problème sous-jacent. La perturbographie, c'est plutôt rechercher un problème. Donc là, on a un défaut, on a un problème, on a un défaut sur le réseau, par exemple. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier le défaut, son origine, pour apporter une solution. Voilà. Donc, calimétrie, c'est pour simplifier, hein, on est bien d'accord. Mesure plutôt statistique, très longue durée. La perturbographie, ça peut être une mesure de courte durée pour régler un problème. Calimétrie, on va parler de la qualité de la tension, je le rappelle. Donc, un bon calimètre ne serait capable de mesurer que la tension. Dès qu'on parle de perturbographie, on veut trouver l'origine du problème. Donc, on va mesurer la tension avec sa qualité, ses perturbations, mais aussi les courants pour savoir d'où vient le problème. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous accompagner dans le choix d'un appareil de mesure et je vais essayer d'identifier certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Pour ce faire, nous allons parler du numérique. Voilà, parce que le numérique, c'est clair qu'aujourd'hui, tout est numérique, y compris les appareils de mesure. Donc, on parlera de bande passante et de la résolution sur la mesure. L'appareil de mesure, donc, je vous l'ai dit, portable par rapport à un fixe, on aimerait que le portable mesure la même chose que le fixe. Sinon, on risque de se décrédibiliser. Je vais vous expliquer comment faire en sorte d'avoir un appareil capable de faire ça correctement. Le logiciel, il est clair que aussi tous les appareils sont raccordés à un logiciel pour traiter les données. Donc ça, c'est important d'avoir un logiciel performant. Et puis les applications, donc consommateurs, producteurs, électroniques de puissance, oui, en fait, c'est toutes nos sources de problèmes actuels. Voilà, donc il faut adapter la mesure selon le problème constaté. Voilà. Et en final, je vous présenterai la gamme Eberle, nos appareils portables, les PQBox. Bien, le numérique. Donc le numérique, alors il y a des jeunes sûrement parmi l'auditoire. Moi, à mon âge, j'ai vécu quand même, alors pas en haut à gauche, hein, mais la cassette TDK, je l'ai connue. Voilà, donc on est parti de l'analogique et puis on a évolué sur le numérique. Donc actuellement, tout est numérique. Hein. Je vais vous citer par exemple le MP3. Donc le MP3, quelle est la qualité du MP3 Vous avez du 128 kg, vous avez du 320 kg par exemple, mais c'est quoi 320 kg? C'est en liaison avec la qualité. Regardons ça d'un petit peu plus près. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait d'analyser l'électricité, c'est-à-dire que c'est un signal à la base qui est sinusoïdal, et on va le numériser, ce signal, pour pouvoir l'analyser de façon numérique. Bien, donc il y a deux dimensions sur ce signal, puisque là on est en deux dimensions. Donc deux dimensions, là vous voyez, cette sinusoïde évolue dans le temps, et donc l'amplitude varie dans le temps. Donc, eh bien, au niveau de l'axe des X, en fait, on va découper l'axe des X pour prélever en fait un morceau de signal à un intervalle régulier. Là, je parle en fait d'un prélèvement temporel linéaire. Hein. Donc, en fait, ici, vous voyez, je commence déjà à parler de découpage dans le temps, en fait. Donc, vous allez voir, on parle de fréquence d'échantillonnage. Donc, ça, c'est le premier axe en fait des X, et puis l'axe des Y en fait. Donc là on est plutôt sur la partie amplitude. Voilà. Donc là on va parler plus de résolution. Hein. Donc, et on va parler de quantification de niveau. Et là, vous voyez la combinaison des deux, donc X et Y, et en fait on va quelque part effectuer un quadrillage, et plus ce quadrillage sera fin, plus on sera précis sur la restitution de ce signal analogique en numérique. Voilà. Donc, X, Y, fréquence d'échantillonnage et codage ou résolution. Fréquence d'échantillonnage. J'essaie de simplifier au maximum pour que ce soit clair et qu'on puisse retenir les informations les plus importantes. La fréquence d'échantillonnage, donc on va découper dans le temps notre signal. Donc, on échantillonne le signal, comme son nom l'indique, on va prélever des échantillons. Alors, vous voyez, c'est très simplifié. En haut, un mauvais appareil. Donc, en fait, il échantillonne relativement lentement. Voilà. Donc, vous avez le signal à gauche, le signal analogique, disons, et puis on vient échantillonner ce signal analogique, et il nous reste les points orange sur la droite.
Voilà, donc là, on échantillonne à une certaine fréquence. En dessous, la fréquence est beaucoup plus élevée. Alors ça, c'est le théorème de Shannon. Hein. Fe supérieur ou égal à 2fm, la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois la bande passante souhaitée. Si vous voulez mesurer jusqu'à 10 kHz, il faut échantillonner à 20 kHz. C'est tout simple, hein, ce théorème de Shannon. Voilà. Donc là, j'ai imagé par une image, ça me semble normal, un mauvais appareil en haut qui échantillonne relativement lentement et en bas, un bon appareil, entre guillemets, qui échantillonne plus vite. Voilà, donc en bande passante, on ira beaucoup plus loin. Alors, ne faites pas la liaison directe, unique entre fréquence d'échantillonnage et bande passante. Je vais vous montrer pourquoi. En haut, voici un faux bon appareil. Donc, le faux bon appareil, en fait, il échantillonne vite, mais il n'a pas la capacité d'enregistrer tous les échantillons. Donc, en fait, il va enregistrer un échantillon sur 2, un échantillon sur 3. Voilà. Donc, certains appareils peuvent échantillonner vite, mais ont une bande passante relativement faible. Donc, assurez-vous que la bande passante correspond bien à la fréquence d'échantillonnage. Voilà. Hein, comparativement à l'appareil du dessous qui, lui, ne rate aucun échantillon. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie fréquence d'échantillonnage. Pour la partie résolution. Bon, même principe à gauche, vous voyez, donc on découpe avec des lignes horizontales et on va quantifier en fait les niveaux. Et vous voyez ici que l'appareil à gauche est beaucoup moins précis, entre guillemets, que l'appareil à droite, puisqu'on a beaucoup plus de niveaux, donc on est beaucoup plus précis. Donc la précision de la numérisation augmente avec le nombre de bits de quantification. Ça, c'est ce que je marque ici. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est le nombre de bits qui va être important ici, puisque le codage, c'est le nombre de bits. Donc si j'ai un bit, je code entre 0 et 1. Si j'ai 2 bits, je peux coder sur 4 niveaux, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, vous l'avez compris, etc., etc. Ça nous donne quoi, en fait? Ça nous donne ça. Ça nous donne, en fait, une relation entre le nombre de bits. Donc, vous voyez, j'ai représenté ici 8 bits, 16 bits, 24 bits, et le nombre de niveaux qu'on va pouvoir répartir sur la plage de mesure. Donc, avec 8 bits, on va découper avec des lignes horizontales, il y en aura 128. 16 bits, 32 000 lignes, et 24 bits, 8 millions de lignes. Donc, retenez cela, un appareil qui code sur 24 bits, il est 256 fois mieux qu'un appareil qui code sur 16 bits. Voilà, point important à retenir. Quel est l'intérêt de coder sur un nombre élevé de bits, et quel est l'intérêt d'être aussi précis que ça? Voici un exemple. Donc, peut-être que certains qui suivent ce webinaire reconnaîtront cette mesure, puisqu'elle a été effectuée dans l'Est de la France, sur des fours à induction. Donc, des fours à induction avec un système dodécaphasé. Donc, dodécaphasé, on va parler des harmoniques 12 plus ou moins 1, c'est-à-dire 11, 13, alors c'est n, multiplié par n, donc après 12 fois 2 plus ou moins 1, etc., etc. Et là, on va parler de supraharmonique avec des rangs élevés. Alors, vous voyez ici, ce qu'on a fait avec, là c'est pour en l'occurrence le PQBox 300. Donc là, on a piégé un démarrage du four et on fait une analyse harmonique, donc spectrale, d'un morceau de signal. Donc le morceau de signal est représenté par les deux bandes oranges en bas, donc on a la représentation temporelle du signal en bas, et en haut, on a le spectre correspondant à cette bande de signal. Voilà. Et si je fais un zoom sur la partie qui est quadrillée ici, voici ce que ça me donne. Donc quelque chose qui n'était absolument pas visible en fait comme ça, en fait apparaît amplifié et on voit bien justement le rang 23, le rang 25 et puis rang 47 et le rang 49, ce qui est normal, hein, le pont dodécaphasé, et on monte comme ça jusqu'à 3550 Hz, 3650 Hz. Voilà. Donc si on souhaite mesurer avec une bonne résolution pour s'assurer que les normes sont respectées, donc imaginons une mesure à 0,5% de 100 volts avec 1% de résolution, on doit descendre à une résolution de 5 millivolts. Donc mesurer des supraharmoniques sur des rangs élevés va nous demander d'avoir une résolution relativement élevée. Voilà. Et donc certains appareils, s'ils sont à 16 bits, ne seront pas capables de faire ça. En particulier si ce sont des appareils portables qui doivent travailler sur une dynamique très importante. C'est-à-dire, si on vous dit, vous travaillez sur la moyenne tension, bon, là c'est relativement simple. En moyenne tension, en général, on travaille sur des transformateurs de mesure, donc on va avoir des transformateurs qui nous restituent 100 volts, et donc on sait qu'on va travailler donc au plus précis sur cette bande 0-100 volts.
Si vous avez un appareil portable qui, lui, doit à la fois mesurer sur du 100 volts, mesurer du 230 volts, mesurer des phénomènes transitoires jusqu'à 1000-1500 volts, là, il va falloir travailler sur une bande en amplitude beaucoup plus importante. Et là, ça va être important d'avoir un nombre de bits de codage élevé. Qu'en est-il sur la gamme Iberlay? Eh bien, vous avez un tableau récapitulatif ici. J'en profite pour introduire les appareils. Donc, le PQBox One, c'est celui de gauche ici, appareil monophasé. Donc, vous l'insérez dans une prise. La prise est toujours disponible puisqu'on la restitue en face avant. Et c'est un appareil qui ne nécessite en fait quasiment aucun câblage, puisque ici, l'appareil, le fait de le mettre dans la prise, va mesurer automatiquement tous les courants, enfin, le courant qui passe dans cette prise-là, et la tension. Voilà, donc on supprime les câbles, on insère cet appareil dans la prise, et derrière, on va mesurer les courants qui viennent dans la charge. Et là, on va mesurer d'une part la qualité de la tension, et aussi on va mesurer les courants qui passent par cette prise. Voilà, donc ça c'est le PQBox One, tout nouveau, appareil monophasé. Lui, il travaille sur 16 bits de la même façon que le PQBox 50, qui est un appareil triphasé, donc 4U4I. PQBox 50, lui, il code sur 16 bits. Là maintenant, si on parle du PQBox 150, PQBox 200, PQBox 300, là on parle de codage 24 bits. Voilà, et bien s'assurer aussi que chacune des voix est codée sur 24 bits. Hein, c'est pour une répartition entre les voix. Donc on va coder sur 24 bits les tensions et les courants sur chacune des voies. Important. Voilà. Donc, vous voyez ici, en termes de codage, le 24 bits, c'est quelque chose d'important pour un appareil portable qui sera censé voir tout de façon précise. Et puis, en termes de fréquence d'échantillonnage, là, vous voyez les fréquences d'échantillonnage affichées. Et le PQBox 300, lui, est capable d'échantillonner jusqu'à 400 kHz. Donc, il couvre largement, théorème de Shannon, hein, avec la moitié, on est largement au-dessus de 150 kHz. Donc, on est capable de couvrir la nouvelle bande qui est définie en termes de supraharmonique jusqu'à 150 kHz. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un appareil qui est capable de tout voir, c'est le PQBox 300 qui s'applique aujourd'hui. Il mesure les supraharmoniques avec des bandes de 200 Hz. Point important. Bien. Alors, vous voyez, là, on a vu tout ce qui est fréquence d'échantillonnage, on a vu nombre de bits de codage avec la résolution. Il y a d'autres paramètres qu'il ne faut pas oublier pour caractériser un bon appareil de mesure. À titre d'exemple, ici, vous voyez ici que les PQBox, à l'exception du PQBox One qui est prévu pour un usage en extérieur, tous nos appareils sont utilisables en extérieur. Voilà, large plage de température de fonctionnement, moins 20 à plus 60 degrés. Et puis, l'alimentation elle-même, qui peut être séparée selon l'appareil, doit respecter une classe élevée de protection. On parle de catégorie 4 en l'occurrence. Hein. Et on va parler aussi d'IP65. Donc, c'est justement le fait d'utiliser un appareil en extérieur. On va parler de ce fameux indice IP que peut-être tout le monde ne connaît pas. Cet indice IP, le voici. Donc, IP. Donc, le premier chiffre, en fait, c'est l'indice de protection de l'appareil vis-à-vis des corps solides. Et le deuxième chiffre, c'est l'indice de protection de l'appareil vis-à-vis des corps liquides. Voilà, donc un appareil sans protection, c'est du IP00. Et pour ce qui nous concerne, en fait, donc je passe rapidement, vous voyez, un IP, un indice IP, donc sur les corps solides, protégé, par exemple l'indice 1 protégé contre les corps solides de l'ordre de 50 mm. Voilà, donc on va s'assurer qu'un tournevis, par exemple, ne va pas rentrer dans la structure de l'appareil, etc., pour se protéger jusqu'aux poussières les plus fines. Voilà, donc ça c'est le premier chiffre de l'indice. Le deuxième chiffre, c'est protection contre les corps liquides. Donc, vous voyez, IP65, protégé contre les jets d'eau quand on atteint le 5. Après, on parlera éventuellement d'immersion quand on descend, quand on va au-dessus de 5. Là, pour le coup, IP65, voici l'indice de protection qui permet d'utiliser un appareil en extérieur de façon sereine. Et donc, voici la gamme des PQBox avec leur indice IP. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le PQBox One prévu pour un usage interne essentiellement. On se méfiera un petit peu de la poussière, donc il y a quand même un indice 3 vis-à-vis des corps solides. Pour les autres appareils, ils sont tous IP65, y compris pour toute la partie communication, c'est important, parce qu'en effet, il y a des
voies de raccordement de mesure, les tensions, les courants, etc. Donc c'est à protéger. C'est pas forcément le plus compliqué à protéger, mais il faut aussi protéger toute la partie COM, donc un port RJ45, un port USB. Il faut se débrouiller pour qu'il soit IP65. C'est un peu plus coûteux qu'un port qui n'est pas, qui ne résiste pas aux projections d'eau. Voilà. Donc vous voyez, on a parlé de fréquence d'échantillonnage, on a parlé de nombre de bits de codage, 24 bits. IP65, c'est aussi un critère important qu'il ne faut pas oublier, surtout à partir du moment où on va travailler dans des milieux relativement hostiles. Bien. Alors maintenant, on va un petit peu compliquer la chose. La 61430, donc j'essayais de titiller votre curiosité en introduction. Vous prenez deux appareils, en particulier un appareil fixe, éventuellement reconnu officiellement comme étant la référence, et vous venez avec un appareil portable sur le même point de mesure, au même moment, et vous allez avoir des résultats différents pour un appareil qui, mathématiquement, peut mesurer de façon correcte. Pourquoi? Je vais tenter de vous expliquer ça. Alors, j'avais déjà, lors de ma précédente présentation, présenté cela. Là, ça va aller un petit peu plus loin. Voilà, donc pour ceux qui avaient fait la précédente, vous allez voir, j'ai un petit peu poussé le bouchon plus loin. Bien, alors, l'exemple, caractériser un creux de tension. Comment caractériser un creux de tension? Profondeur, durée. Alors, pourquoi deux appareils de deux fabricants? Je l'ai dit déjà en introduction, appliquant la même formule mathématique peuvent produire des résultats de mesure différents. Et, exemple, caractérisation d'un creux de tension profondeur durée. Voilà, un creux de tension, c'est ça. Hein, je rappelle, notre tension, c'est une belle sinusoïde, et puis éventuellement, lorsque l'amplitude est atténuée, on est en creux de tension. Il faut le caractériser, il faut définir la profondeur et la durée de ce creux. Profondeur, durée. Ok? Bien, pour cela, il est clair que on va, pour mesurer la profondeur, en fait, c'est une baisse de la valeur efficace du signal. Donc, autant une sinusoïde, et donc c'est la forme d'onde, on va transformer cette forme d'onde en valeur efficace pour arriver à ce genre de choses. Donc, 100%, c'est un 230 volts de valeur efficace. Quand on passe en dessous de 90% de la tension nominale, en fait, eh bien, voici le creux de tension, et puis on repasse au-dessus de 90% et on finit au niveau du creux de tension. Et la profondeur, c'est entre la valeur nominale et la valeur la plus basse. Okay? Donc là, on part d'un signal instantané pour travailler sur des valeurs efficaces. Je vais utiliser quelle formule pour calculer la valeur efficace? C'est une formule mathématique qui s'applique pour tous les appareils. U efficace, c'est cette formule-là, égale la racine carrée de 1 sur t, intégrale de 0 à t, de u au carré de t dt. Hein. Vous voyez que le signal, en fait, on prend le carré de ce signal, donc on est uniquement sur la partie positive, et on l'intègre. L'intégrer, c'est regarder en fait la surface couverte par ce signal, donc sur sa partie positive. C'est vrai qu'une valeur efficace, elle est toujours quelque part, pourrions-nous dire, positif. Voilà, positif. Voilà. Donc vous voyez, j'applique cette formule mathématique en image. C'est beaucoup plus parlant. Donc, je prends une fenêtre d'une période et je mesure la valeur efficace. Et la valeur efficace, c'est l'aire couverte par le signal. Ça représente du 230 volts. Et j'applique ma formule sur la période suivante, 230 volts. Et là, en effet, l'amplitude passe à 115 volts, l'amplitude efficace, et je remonte à 230 volts. Conclusion, mon creux de tension fait 115 volts, 20 millisecondes. Profondeur, durée. Ça n'est pas aussi simple que ça, vous vous en doutez. Méthode 2, j'utilise exactement la même formule mathématique. Et là, qu'en est-il? Alors, vous remarquez tout de suite, en fait, que j'ai décalé d'une demi-période le positionnement de ma première fenêtre. Et là, j'ai un 230 volts, suivi d'un 182 volts, suivi d'un 182 volts, suivi d'un 230 volts. Donc là, avec la même formule mathématique, j'ai un appareil qui va me mesurer un creux de 182 volts, 40 millisecondes. Alors, quelle est la bonne méthode? 1 ou 2? Figurez-vous que c'est ni l'une ni l'autre, vous en doutez. Méthode 3, je reprends exactement la même formule. Je repars de la première demi-période, mais au lieu de décaler d'une période entière, je décale d'une demi-période. Et là, je vais me retrouver avec des points. Vous voyez, 230 volts, 182, ça c'est la méthode 2, 115, c'est la méthode 1. On revient à la méthode 2, la méthode 1. En fait, c'est presque une combinaison, pourrait-on dire, entre la méthode 1 et la méthode 2, mais quelque part avec une meilleure résolution, puisqu'on a un point toutes les 10 millisecondes, chaque point étant calculé sur 20 millisecondes à 50 Hz. Voilà. Et donc, ça, c'est la méthode 3 qui nous donne ce creux de tension. Voilà. Donc, quelle méthode? Parce que là, on a vu 3 méthodes qui utilisent la même formule mathématique, j'insiste.
quelle est la méthode? Eh bien, la méthode reconnue, c'est la troisième. Donc, on mesure une valeur efficace sur une période, 20 millisecondes à 50 Hz, et on décale cette fenêtre toutes les demi-périodes. Donc, on a un point toutes les 10 millisecondes calculé sur 20 millisecondes. Ça, c'est ce que nous demande la CEI 61430. Donc, tout appareil certifié classe A va mesurer correctement un creux de tension. Voilà. Donc, le mesurage, la méthode de mesure que l'on utilise s'appelle mesurage de base U efficace des creux de tension. C'est la méthode de mesure U efficace 1,5. U efficace 1,5, c'est une période décalée d'une demi-période. Voilà, c'est bon? Donc, voici la méthode retenue. Bien. Alors là, je complexifie par rapport à ma dernière présentation. Pourquoi deux appareils appliquant la méthode URMS 1,5, donc c'est la troisième méthode qu'on vient de voir précédemment, deux appareils qui appliquent la même méthode peuvent produire des résultats de mesure différents pour un même événement. Exemple, caractérisation d'un creux de tension. Regardez, K1. Donc, je passe rapidement. Le K1, c'est notre méthode 3 précédente. K2. Alors, vous voyez que là, du coup, j'ai décalé ma fenêtre d'un quart de période. Donc, je mesure bien une valeur efficace toutes les 20 millisecondes, sur 20 millisecondes, décalé de 10 millisecondes. Donc, j'ai bien un point là aussi toutes les 10 millisecondes, calculé sur 20 millisecondes. Mais vous voyez que le creux est différent du précédent, selon cette méthode. Donc, j'ai beau appliquer la méthode URMS 1,5, c'est-à-dire une fenêtre sur une période décalée d'une demi-période, je trouve deux creux d'amplitude et de durée différentes, de profondeur et de durée différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a décalé la fenêtre d'analyse, donc la norme CEI 61430 nous demande à mesurer un creux de tension en utilisant la méthode U efficace 1,5, une période décalée d'une demi-période, et cette fenêtre d'analyse pour calculer la valeur efficace doit être synchronisée sur le passage à 0 de la sinusoïde. Vous voyez? Donc, important, ça va très loin au niveau de la normalisation, et je tenais à vous partager un petit peu cette analyse. Et parfois, on se retrouve sur le marché avec un appareil qui peut produire des résultats de mesure différents pour un même événement. Donc ça, c'est lié à la synchronisation de la mesure. Il faut synchroniser la mesure sur le passage à 0, le vrai passage à 0, en faisant abstraction de tout phénomène transitoire. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'appareils sur le marché qui ne savent pas se synchroniser sur le passage à 0. C'est-à-dire qu'en fait, ces appareils, vous allez effectuer une mesure, à la limite, vous prenez le même appareil, vous venez sur le même point de mesure, peut-être qu'ils donneront des résultats différents, ce sont les mêmes appareils, simplement ils ne savent pas se synchroniser sur le passage à 0. Et donc, on se retrouvera dans le cas 1 et 2 vus précédemment. Donc, vous voyez que cette norme, la CEI 61430, est hyper importante. Il faut être certifié classe A pour toutes les grandeurs. Parce que certains appareils sont certifiés classe A pour certaines grandeurs, mais pas toutes. Et il faut aller jusqu'au bout, donc avec synchronisation sur le passage à 0, etc. etc. Voilà. Donc, vous voyez, cette norme CEI 61430, c'est quelque chose de stratégique, surtout pour des mesures contractuelles où là, on ne peut pas se permettre de mesurer chacun avec sa méthode. Voilà. Donc, vous voyez, la méthode de mesure, hyper important. Mesurer, là, c'était l'exemple d'un creux de tension. Lorsqu'on parle de qualité d'électricité, c'est l'ensemble de toutes les perturbations. Donc, variation de tension, creux de tension, surtension, coupure, variation rapide de tension, harmonique, interharmonique, supraharmonique, transitoire, déséquilibre, flicker, PST, PLT, short term, long term, variation de fréquence. Voilà. Donc, il est clair que ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de mesurer toute la qualité, mais de façon précise. Donc là, on va mesurer la qualité de la tension. Mesurer la qualité de la tension, c'est mesurer la tension. Si on mesure le courant, eh bien, on peut mesurer aussi les notions de puissance. Donc, voici ici un petit triangle qui vous rappelle ce que vous avez sûrement appris à l'école. Puissance active, puissance réactive, et puis la somme quadratique qui nous donne la puissance apparente. Voilà, donc là aussi, ça a évolué, et vous allez voir qu'il y a une relation entre les notions de puissance et les notions de qualité. Ça se passe ici. Donc, le fameux triangle en 2 dimensions qu'on a connu, là, il passe en 3 dimensions. La puissance active en orange, puissance réactive, et la puissance apparente en orange, en fait, sont la combinaison d'une puissance réactive fondamentale en bleu et d'une puissance réactive déformante en vert. D'accord? Je passe rapidement, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais on est capable d'expliquer ce genre de choses par chez nous. Voilà, donc vous voyez, entre le passage de dimension passe en 3
3 dimensions, et on peut dire que la puissance déformante, ou la puissance non active, ou la puissance réactive globale, c'est la somme quadratique de la puissance réactive fondamentale, celle qu'on a appris en 2 dimensions, la classique, plus la puissance réactive harmonique, plus la puissance réactive de distorsion, plus la puissance réactive de modulation, plus la puissance réactive de déséquilibre. Voilà. Donc là, que sont capables de faire nos PQBox? Je vous laisse aller sur notre site, vous verrez, on a des tableaux récapitulatifs qui permettent de présenter en fait toutes les grandeurs mesurées par tous nos appareils et jusqu'où ils vont en termes de fréquence d'échantillonnage, de nombre de bits de codage, etc., etc. Voilà. Ça marche. Donc voilà, là vous avez vu les points importants en termes de méthode de mesure, en termes d'indices de protection, en termes de fréquence d'échantillonnage, en termes de nombre de bits de codage. Et nous, on vous propose des solutions de mesure, des bonnes solutions de mesure, que sont les PQBox. Alors les PQBox, alors je vous l'ai dit, il y a le PQBox 50 appareil monophasé, après on passe au PQBox 50. Donc l'objectif ici, c'est de faire un appareil très petit pour le glisser un petit peu partout. Le PQBox 150, 200, 300, donc là on passe à des appareils qui ont un écran, qui ont une batterie longue durée, etc., etc. Donc tous ces appareils sont certifiés conformes à la classe A de la CUI 61430. Okay. Tous ces appareils sont pilotés par le même logiciel, un même logiciel unique qui s'appelle WinPQ Mobile. Tous les accessoires qu'on va raccorder sur ces appareils sont interchangeables entre appareils. Vous avez un capteur de courant, par exemple, donc pour mesurer des courants jusqu'à 6000 ampères, capteur de Rogowski flexible, vous pouvez le mettre sur le PQBox 50 comme sur le PQBox 300. Ils sont interchangeables entre appareils. Voilà, donc là vous avez les caractéristiques communes. Je vous laisserai aller sur notre site pour voir le détail. Donc il y a pas mal de caractéristiques comme ça. Tous ces appareils sont IP65, donc là j'ai insisté ici, sont aussi en classe de protection 2. Très important en termes de sécurité. La sécurité, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais un appareil portable, il est conçu pour travailler en pleine sécurité. Si vous prenez un appareil fixe, donc un appareil fixe en général, ça se trouve dans une armoire, c'est monté sur Ride-in, c'est monté en tableau. L'appareil fixe, lui, il n'est pas directement accessible. Donc le danger est bien moindre. Donc si vous prenez un appareil fixe pour l'adapter en portable, il va falloir tenir compte de certains critères en termes de sécurité et ça va vous obliger à le mettre dans des boîtiers beaucoup plus résistants. Enfin, c'est relativement compliqué. Donc vous voyez la différence entre un appareil portable et un appareil fixe, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Voilà. Je passe rapidement chacun des appareils en revue. Donc PQBox 50, donc c'est le plus compact, comme je vous le disais. Donc vraiment, c'est le format de poche et puis il est hyper léger, hein, donc il fait moins de 500 grammes. Possibilité de communiquer avec lui donc en Wi-Fi avec l'application que l'on propose. Il y a aussi un port de communication. Voilà, on le décline en 3 versions, Basic, Light, Expert. Donc soit des mesures simples, hein, tension, courant, puissance, soit en calimètre avec les notions de flicker et d'harmonique, soit Expert, capable de travailler sur déclenchement pour piéger les défauts sur le réseau. Voilà, donc 3 versions pour simplifier. Cette image montre l'intérêt d'avoir un petit appareil. Si vous le mettez dans un petit coffret BT, en fait, vous le glissez facilement dans ce coffret. Voilà, donc ça, c'est le PQBox 50. Ensuite, nous avons le PQBox 150. Alors lui, le 150 qui remplace le PQBox 100, donc j'allais dire l'ancêtre, mais le PQBox 100 a été remplacé par le PQBox 150, on ne fabrique plus le PQBox 100, mais le PQBox 100, pour information, donc c'est un appareil qui a, je ne sais même plus me souvenir, mais il a plus de 15 ans, codé déjà, avait une résolution de 24 bits. Juste pour information. C'est-à-dire que tous les possesseurs actuels du PQBox 100 ont pu suivre les évolutions de normes sans changer d'appareil. Pourquoi? Parce que le moteur dans l'appareil était suffisamment puissant. Entre autres, dans la puissance de moteur, vous avez, au-delà des processeurs, vous avez le codage sur 24 bits. Voilà, donc vous voyez, il y avait le PQBox 100 remplacé par le PQBox 150 avec un écran plus moderne, plus large, plus confortable. Voilà, mais on reprend les mêmes choses. Là aussi, on décline le PQBox 150 en différentes versions, Basic, Basic Plus, Light, Light Plus et Expert. Voilà, donc selon le besoin, on peut décliner cet appareil et le faire évoluer d'ailleurs sans retour usine, c'est-à-dire que si vous achetez au départ un basique et que vous voulez passer en expert, aucun problème, on n'est pas obligé de retourner en usine, c'est une histoire d'organisation de licence. Bien, PQBox 150, je passe rapidement.
Je vois que le temps court. Le PQBox 200. Alors, le PQBox 200, c'est un 4U4I comme les précédents, à l'exception du PQBox One, mais il a une voie analogique supplémentaire. Donc, c'est un 4U4I plus une voie analogique supplémentaire qui permet d'enregistrer n'importe quel type de signal, comme par exemple une température, ou on pourrait le mettre sur un capteur d'ensoleillement et voir le niveau d'ensoleillement pour ensuite voir un petit peu comment réagit l'installation photovoltaïque. Voilà, donc ça c'est la spécificité du PQBox 200, donc 4U4I comme les précédents, mais avec une voie analogique supplémentaire qu'on peut utiliser pour quelque application, quelque grandeur que ce soit, en y associant le bon capteur. Voilà. Possibilité en option aussi dans ce PQBox 200 d'y adjoindre une carte transitoire. Donc là, on va parler d'échantillonnage à 4 MHz. L'objectif, c'est quoi? Donc, étendue de mesure jusqu'à plus ou moins 5 kV, 5000 volts. Donc, j'en reviens à mon fameux codage 24 bits. Donc, vous voyez, si vous voulez déjà travailler sur plus ou moins 5000 volts, plus travailler sur la calimétrie en parallèle, il faut savoir coder à des niveaux relativement élevés. L'objectif de cette carte transitoire, c'est de pouvoir piéger des phénomènes transitoires hyper rapides, haute fréquence. Voilà. Donc, pour ce faire, oui, il faut échantillonner très vite. Et vous l'avez vu, la carte HF du PQBox 200 permet d'aller piéger les phénomènes les plus rapides. Voilà, donc c'est le côté spécifique du PQBox 200. L'appareil pour les transitoires, si vous prenez l'option transitoire. Très bien. Et nous avons le PQBox 300, le dernier né dans les plus performants de notre gamme, c'est le PQBox 300. Donc là, on reprend, je dirais, la carrosserie du PQBox 200, c'est-à-dire que c'est le même boîtier comme vous voyez sur l'image, hein, on a simplement changé la couleur. 4U, 4I, donc 4 tensions, 4 courants, et on a aussi la 5e voie analogique possible, tout comme le PQBox 200. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'un PQBox 300 en puissance processeur, ça doit représenter environ 5 PQBox 200. C'est phénoménal. Parce que ça n'est pas le tout d'échantillonner vite, de coder sur un nombre élevé de bits. Après, il faut traiter toutes ces informations. Donc, il faut une puissance processeur phénoménale à l'intérieur de l'appareil. Ce PQBox 300 est hyper performant. Pourquoi on a développé un appareil comme ça? Tout simplement parce que la nouvelle pollution type supraharmonique nous demande à mesurer jusqu'à un minimum de 150 kHz et à des niveaux aussi qui peuvent être élevés ou faibles. Le tout avec, donc je le rappelle important, mesurer des supraharmoniques sur des bandes de 200 Hz et non pas 2 kHz. Voilà, donc c'est exactement la même méthode que celle énoncée dans la CUI 61407. Voilà, donc le PQBox 300 est capable de faire ça. Donc il reprend le PQBox 200 avec sa voie analogique, qui permet aussi de mesurer une température, un rayonnement solaire, etc., etc. Mais il va très au-delà pour nous présenter un spectre harmonique que l'on verra soit en tension, soit en dBm, puisque quand on monte en fréquence, c'est vrai qu'on a tendance à parler en dB microvolts. Pardon. Et voilà, donc on va travailler sur des spectres beaucoup plus étendus et on va pouvoir isoler les supraharmoniques générés, par exemple, par les chargeurs de véhicules électriques. Et selon le type de véhicule qui vient se charger, on peut se retrouver avec des fréquences supraharmoniques qui empêchent d'autres véhicules de se charger. Voilà, donc ça j'en ai parlé dans d'autres présentations, mais sachez que, voilà, c'est un exemple tout simple de pollution supraharmonique. Quelqu'un n'arrive pas à charger son véhicule puisque son voisin a un système qui génère de la supraharmonique. Cette supraharmonique, on l'a vu tout à l'heure en termes d'impédance, préfère aller chez le voisin que remonter sur le réseau. Et malheureusement, le voisin, quand je parle du voisin, c'est sa borne de charge chez lui, voit cette supraharmonique et se met en sécurité et du coup ne charge pas le véhicule. Donc le lendemain matin, vous venez, votre véhicule n'est pas chargé. Pourquoi? On a fait des mesures sur le terrain et on a constaté que les supraharmoniques, c'était un des exemples de pollution sur la charge des véhicules électriques. Bien, donc tous ces appareils, vous les avez vus rapidement, tous ces appareils sont pilotés par un logiciel unique que l'on appelle WinPQ Mobile, qui existe actuellement en version 8. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir un logiciel performant et simple. Alors là, vous devez me croire sur parole, je ne vais pas vous faire une démonstration pointue de ce logiciel ou contacter des utilisateurs. Il y a quand même pas mal d'utilisateurs de PQBox actuellement. Vous voyez dans vos collègues quand vous êtes dans des grandes sociétés. Un logiciel commun
performant et simple pour tous les appareils. Que vous utilisez un PQBox 50, 150, 200, 300, le PQBox One, un seul logiciel. Donc là, vous n'êtes pas perdu dans l'usage de ce logiciel, vous n'avez pas de changer en passant d'un appareil à l'autre, changer de logiciel. Bien. WinPQ Mobile, donc je l'ai indiqué ici, je passe rapidement parce que je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc hyper simple à utiliser, couvre tous les besoins. À voir dans le détail. Vraiment, on est capable de faire de l'analyse FFT sur une forme d'onde. On est capable de représenter un bilan qualité. Donc, on a un bilan qualité. Et puis, de ce bilan qualité, on voit tout de suite quelle est la grandeur qui pose problème. Et on va tout de suite voir en détail la grandeur qui pose problème. Donc, on a vraiment un système de supervision qui permet ensuite de simplifier l'analyse pour aller droit vers le phénomène perturbateur pollueur. Voilà. Donc, toute une gamme d'appareils adaptés aux nouvelles technologies. Vous voyez, donc même le PQBox One, on a libéré sa fréquence d'échantillonnage pour qu'il couvre tous les besoins jusqu'à 20 kHz. Donc maintenant, on le monte quasiment au niveau du PQBox 200, au niveau du PQBox One. Voilà. Et le NEC plus ultra, bien sûr, le 300, mais qui est adapté pour tous les phénomènes nouveaux, en particulier les supraharmoniques. Voilà. Donc, pour résumer au niveau du programme, je regarde où j'en suis, oui, c'est bon, on est dans les temps. Bien, donc, vous le voyez, ce que je vous ai présenté en introduction. On a parlé de numérique. Les deux grandeurs importantes au niveau du numérique, c'est la bande passante avec la fréquence d'échantillonnage, mais une fois de plus, ne pas s'en tenir qu'à la fréquence d'échantillonnage, parce qu'un appareil qui échantillonne à 300 kg est censé avoir une bande passante jusqu'à 150 kg. Encore faut-il qu'il soit capable de traiter tous les échantillons, et ce n'est pas toujours le cas au niveau des appareils. La résolution, 24 bits, et là j'insiste, c'est pour un appareil portable. Autant sur un appareil fixe, on sait qu'on va travailler sur une dynamique relativement maîtrisée, figée. Là, sur un appareil portable capable de tout faire, résolution 24 bits, c'est quelque chose d'important. Alors, l'appareil de mesure certifié conforme à la classe A de la CUI 61430, c'est un must. Hein. En termes de sécurité, bah oui, un appareil IP65, catégorie 4, en termes de fiabilité, ce sera bien mieux puisqu'il y aura une durée de vie importante, il ne se laissera pas incommoder par la poussière ou de l'eau, hein, même des petites pulvérisations d'eau. Voilà, donc en termes de fiabilité, c'est bien meilleur. Et vous le verrez au niveau de notre garantie, nous on propose des garanties longues. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre matériel est résistant, réellement résistant. Logiciel unique, simple et complet. Voilà. En termes des applications, donc surveiller tout ce qui est consommateur, je l'ai présenté rapidement, mesurer les puissances déformantes, ce qu'on appelle les puissances déformantes, hein, vous vous souvenez, les puissances réactives, harmoniques, distorsion, modulation, déséquilibre. Mesurer les producteurs, c'est regarder ou restituer l'évolution de la tangente phi, c'est-à-dire la puissance active en fonction de la puissance réactive, hein, P en fonction de Q, et puis l'électronique de puissance, on l'a vu et revu dans cette présentation, les supraharmoniques, voilà, avoir un appareil capable de couvrir la bande supraharmonique susceptible de vous perturber. Donc déjà avec le PQBox 150, 200, on va jusqu'à 10 kg, 20 kHz, et puis bien au-delà avec le 300. Voilà. Donc, en termes d'appareil de mesure, c'est le résumé. Si vous devez retenir que quelques points, et c'est toujours plus simple de retenir quelques points, parce que j'ai bien conscience que c'est un petit peu touffu ma présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions comme je vous le disais. Donc, si vous devez retenir quelque chose, c'est quoi? C'est d'une part, si vous choisissez un appareil de mesure portable, il faut choisir un appareil qui mesure toutes les grandeurs correctement et simultanément. Voilà. Il ne faut pas choisir un appareil, par exemple, qui mesurera les harmoniques et pas le flicker, ou qui mesurera le flicker et pas les harmoniques. Ça veut dire déjà qu'il y a un problème de puissance processeur dans l'appareil. Et c'est des appareils qui étaient présentés sur le marché il y a quelques années. Voilà. Ensuite, point hyper important, conforme à la classe A de la CUI 61430. Vous l'avez vu dans ma petite présentation rapide, hein, des fenêtres qui glissaient. Deux appareils pourraient donner des résultats différents, sauf s'ils sont conformes à la classe A de la CUI 61430. La sécurité, hyper important. Donc, il faut que le matériel soit sécurisé. La bande passante, 150 kHz, avec analyse des harmoniques par bande de 200 Hz. La puissance de calcul, alors ce n'est pas le calcul de la puissance, hein. Puissance de calcul, c'est la puissance processeur, c'est-à-dire que si vous échantillonnez vite, si vous codez sur un nombre de bits élevé, il faut avoir une puissance de calcul élevée. Voilà.
Donc ça, c'est plus difficile à voir sur un feuillet technique, mais en tout cas, un appareil qui a une excellente bande passante encodant sur un nombre de bits élevé, et je le cite en dessous, 24 bits, c'est un bon appareil. Voilà. Nous, on propose une garantie de 3 ans. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, voir par rapport à nos concurrents, mais nous, la garantie, c'est 3 ans, on est très confiant parce que de toute façon, le matériel est hyper robuste. C'est de l'IP65, donc protégé contre les poussières et contre l'eau. Vous pouvez utiliser ça en extérieur. Point important, je n'ai pas trop développé les mesures de courant continu. J'ai quand même présenté qu'aujourd'hui, tout passait par électronique de puissance, donc on venait de courant alternatif en courant continu, de courant continu en courant alternatif. La mesure de courant continu est quelque chose d'important. Tous nos PQ-Box mesurent le continu. Donc on serait capable aussi de faire de l'analyse calimétrique sur du continu. Voilà. Et le clou pour piloter tout ça, un logiciel commun, hyper performant, mais simple à utiliser, WinPQ Mobile. Voilà, écoutez, le temps qui m'était imparti est écoulé, on a passé l'heure déjà. Comme je vous le disais en introduction, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter par chat et puis on y répondra volontiers. Vous avez mes coordonnées quelque part de toute façon, enfin vous aurez la présentation. Vous nous contactez, ce sera avec plaisir. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Merci pour votre attention. À très bientôt.